Bonjour à tous. Donc 10 choses que j'ai apprises et qu'il me faut vite oublier, et on va essayer de se centrer sur l'arrière. C'est intéressant ça en fait. Pourquoi oublier? Des fois parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est une question d'âge. Les plus anciens savent de quoi je parle. Et puis parce que globalement, la vie, c'est une histoire de balance entre ce qu'on oublie et ce qu'on apprend, et puis c'est comme ça qu'on évolue. On garde les choses importantes, un peu moins les choses non importantes. Puis des fois un peu parce qu'on a honte. En disant « Oh non, j'ai pas fait ça quand même », ou « J'ai pas dit ça, et si ». Et donc on essaie d'oublier. On essaie d'oublier pour des histoires de mode aussi. Des fois, on a honte de la mode. Pour juste recontextualiser, peut-être, il y en a qui ça doit dire quelque chose, les pulls, les sous-pulls électriques qui font dresser les cheveux, etc. On a oublié ça, vous voyez, et c'était en francs les prix. Hein, pour ceux qui n'ont pas connu les francs, c'est à peu près 7 fois moins qu'un euro. Donc ça fait partie des choses qu'on oublie. Mais pourquoi est-ce qu'en réanimation, on est amené à oublier des trucs? On va essayer de voir. Et j'ai essayé de réfléchir. Moi, ça fait 30 ans que je fais de l'AREA. C'est encore pire qu'Adrien, je pense. Qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on a appris et qu'on a fini par oublier? Le premier truc, peut-être, c'est la réanimation tout court. Et l'idée de dire, quand on opère un patient grave d'une chirurgie grave, on va le mettre en réanimation. Moi, je suis né avec cette histoire-là. Les malades de chirurgie œsophagienne, on les opérait, on les mettait en réa, on les laissait dormir 2 jours parce que la chirurgie avait été grave, il fallait qu'ils se reposent. Et c'était ce que les anciens appelaient, c'est la réa chirurgicale. On réveillait des patients. Est-ce que ça a du sens de mettre des malades en réanimation en post-op? Clairement, la réponse est non. Ça ne sert à rien. Ça coûte un pognon de dingue. Et ça ne change rien sur le devenir. Là, vous avez 27 pays, 7 jours, 40 000 malades. Qu'on mette en réa, en systématique en post-op, ou qu'on mette en réanimation ceux qui vont faire une complication quand ils sont en salle, le devenir est le même. Il n'y a que le coût qui change. Là, c'est de l'Europe, c'est de la chirurgie générale. Donc, aucun argument pour. Le seul argument, c'est de dire qu'il faut s'occuper des malades. Mais la réa n'apporte rien. Mais on peut le prendre pour de la chirurgie hépatobiliaire gravissime. Ça ne change que dalle de les mettre en réa, en systématique ou pas. On peut le prendre pour la neurochirurgie. Ça ne sert à rien. Donc peut-être qu'une des choses qu'on a appris et qui nous a fait changer, c'est de dire arrêtez de penser que ça sert à quelque chose de foutre les malades en réanimation. Ça sert à rien. Et quand on a un déficit qui est à 6% du PIB, je dis que peut-être qu'il faut arrêter avec la réanimation pour rien quand même. Ça ne change rien sur la mortalité, ce n'est pas le lieu où il faut mettre les malades. Et j'avais pas pensé, quand on a réfléchi à ce sujet, 10 trucs que j'ai appris, que j'ai oubliés, mais le premier, c'est ça. C'est que la réa en systématique, ça change que dalle. Bon, on va quand même rentrer dans les choses un peu plus proches de la réanimation. La réa, sepsis, inflammation, cytokine, acidose. Et donc là, si on se met 20 ans en arrière, où on essayait d'améliorer un petit peu ces patients, enfin largement 20 ans, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a dit qu'il faut épurer les mauvaises humeurs. Parce qu'on donne des antibiotiques, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a des choses qui circulent et qui ne sont pas bonnes, donc peut-être qu'il faudrait qu'on les vire. Et donc on s'est dit peut-être qu'on peut purifier le sang. Donc on va purifier le sang. Ça ressemble un peu à de la médecine vaudou, je vous l'assure. Mais on a quand même quelques données qui nous disaient que quand on fait de l'épuration extra-rénale à haut volume, c'est extraordinaire. Des patients qui ont 80% de probabilité de décès, sur ce papier de Patrick Honoré, ceux qui répondent, ils sont à 18%. Alors Honoré, il n'a quand même pas écrit et dit que des trucs intelligents, il a quand même fait beaucoup de conneries, mais il a dit ça. Et s'il y avait eu que lui, on n'aurait peut-être pas fait, parce qu'il était un peu douteux. Mais Joël Boyot, qui avait l'air très très sérieux à l'époque, ça ne donnait pas envie de partir en vacances avec lui quand même. Nous avait dit, quand on fait du haut débit, on divise quasiment par 2 la mortalité des patients en choc septique. Et donc on a dit, on va faire du haut débit. Et donc le haut débit, il faut contextualiser ce que c'est. C'est 80, 100 millilitres kilo-heure d'ultrafiltrat. Donc je vous remonte ça, c'est les machines qu'on avait à l'époque, c'est de la Prisma de base. Et on faisait entre 80 et 100 millilitres kilo-heure d'ultrafiltration. Ça veut dire que rentrer pour un malade de 80-90 kg, rentrer chaque heure 10 litres de liquide d'ultrafiltration, en sortait 10 litres, parce qu'on faisait ça isovolume.
Et donc, pour les infirmiers à qui on disait « c'est pour le bien du malade, c'est important », sur un switch, ça faisait 8 à 10 litres 2 fois, donc ça fait 20 litres, fois 12 heures, ça faisait 240 kilos de fluide. Mais je t'assure, c'est pour le bien du malade, c'est Joannès Boyau qui l'a dit. Je pense qu'elle lui a planté des aiguilles quand même à Joannès Boyau. Comme on a un peu évolué, c'est le même qui nous dit « oh non, en fait, les gars, je me suis planté, c'est des conneries ». J'ai fait une étude, ça marche pas du tout, du tout. Les infirmières nous ont un peu embrassés dans le service. Quand on a dit on arrête au débit, on passe à 25. Ça a changé un peu la vie, mais on y a cru. Peut-être que ça reviendra, peut-être qu'on a épuré beaucoup d'antibiotiques, beaucoup d'ions intelligents, et puis peut-être que si on cible les patients en adaptant les antibiotiques, en mettant les bons ions, on en fera un petit peu. Donc il n'est pas exclu qu'on ne refasse pas faire du sport aux gens qui s'occupent d'épurer les malades. Pour avancer un peu, et ça c'est peut-être ma préférée, contrôle de la glycémie. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du contrôle strict de la glycémie? Grit van de Berg, Louvain. 2001, New England. Quand on met la glycémie des malades de réanimation entre 0,8 et 1,1, on sauve des vies. Putain, c'est pas des anticorps monoclonaux qui coûtent 1 milliard d'euros chaque fois que tu essaies d'en prescrire. C'est de l'insuline IV gratuite. 0,8, 1,1. On sauve des vies, on diminue l'ICU weakness, on diminue les complications et à la fin, on diminue la mortalité des malades. C'est extraordinaire. Et donc, on a tous acheté. Et ça, c'est un travail qu'on avait fait quelques années après. 85% des services de réa en France avaient acheté le contrôle strict de la glycémie. Pourquoi? Parce que c'est hyper facile. On écrit un protocole, on punaise dans le service, on dit à tout le monde, il faut le suivre. Et mon job, il est fini, j'ai dit, il faut le suivre. Donc tout le monde a fait. Et puis, ça a été refait, et refait, et refait, chez l'adulte, chez l'enfant, en Europe, aux États-Unis, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et pire, c'est un peu grave. C'est-à-dire qu'il y a plus d'hypoglycémie. Et donc il y a des malades qui vont moins bien et qui ont une petite tendance à mourir un peu plus. C'est emmerdant ça quand même. C'est emmerdant. Donc après X papier, on a pris Grit van de Berg et puis on l'a brûlé vive sur la place de Grève à Bruxelles en disant « Grit, tu as tué des malades et on t'a suivi ». Mais Grit, elle est immortelle. Elle ne le cale jamais. Elle dit « Vous êtes des cons, c'est moi qui ai raison ». Donc elle revient, elle a refait 10 papiers. Puis elle a fait le dernier. Le premier, c'était 2001, ça c'est 2023, c'est toujours elle. Elle est immortelle. Et elle nous dit « En fait, chez les malades qui n'ont pas de parentéral, ça ne marche pas ». Ah, c'est intéressant. Peut-être qu'on aurait pu réfléchir plutôt que de jeter le contrôle strict de la glycémie. Parce qu'en fait, comme on est tous soumis à l'effet balancier, on fait un truc, on adore, puis on le brûle, on va complètement à l'opposé. Aujourd'hui, la glycémie moyenne des malades de réanimation est au-dessus de 2 grammes. Donc on est revenu 50 ans en arrière. On fait de la CU weakness, on fait de la complication septique, on dégrade nos patients, alors que peut-être qu'il aurait juste fallu comprendre sur quelle maladie il faut le faire et comment est-ce qu'il faut le faire. Des fois, on oublie, et on oublie qu'il ne fallait pas tout oublier. Et donc, c'est un exercice compliqué, mais on ne peut pas tout brûler quand même. Il y a des choses importantes. Des fois, on n'a pas le choix. Là, on a parlé de la glycémie, on a parlé du sepsis. Est-ce que vous vous souvenez, la protéine C activée? On a trouvé le médicament du choc septique. Les malades vont arrêter de mourir du sepsis, parce qu'en fait, le sepsis, c'est quoi? C'est une cascade entre de l'inflammation, de la coagulation, et c'est une sorte de cercle vicieux. Donc, chaque fois qu'il y a un trouble de coag, il y a de l'inflammation en plus, etc. Et à la fin, on meurt, même si on met les bons antibiotiques. Et la protéine C activée casse ça. Et effectivement, premier essai, ProOS, ça fonctionne. Ça baisse de façon significative la mortalité des patients en réanimation, en choc septique. L'histoire après est un peu plus compliquée. On ne sait pas trop si c'est la FDA qui a demandé au laboratoire ou si c'est Lilly qui a demandé à faire. On a testé la protéine C activée dans le sepsis sévère. Alors pour les plus jeunes, le sepsis sévère, c'est un truc qui n'existe plus. En gros, c'est du choc septique, mais sans noradré. C'est des malades pas trop graves, qui n'ont pas trop de risque de mourir. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est donc l'autorité américaine qui a dit il faut qu'on teste dans cette population, ou si c'est pas plutôt un peu le laboratoire Lilly qui s'est dit ouh, ça marche sur le choc septique. Si jamais ça marche sur le sepsis grave, on va avoir les actions qui vont monter très fort. Donc ils ont fait l'étude et ça marche pas. Mais parce que quand vous utilisez des malades, quand vous traitez des malades qui sont pas très graves avec un médicament qui fait un peu saigner, il y a un peu plus de morts dans le bras traité.
Est-ce que vous savez par qui est-ce qu'on a appris les résultats? Wall Street Journal, avant New England. L'action, et c'est le Wall Street Journal qui a titré « Le laboratoire Lilly arrête la protéine C activée » parce que les résultats de l'étude étaient négatifs. On a les résultats du papier 3 mois après. Ça veut dire que des fois, on n'a pas le choix, parce qu'on aurait bien aimé garder la protéine C activée sur les malades graves. C'était très très bien ce médicament. Bon, on n'a plus, parce que le labo a dit que ça coûte trop cher, je ne fabrique plus. Donc des fois, on oublie, mais on n'avait pas envie d'oublier. Ou des fois, on oublie alors qu'il ne faudrait pas oublier parce que ça nous arrange, mais c'est un autre débat. Est-ce que vous vous souvenez de la Swan? Est-ce que vous vous souvenez du cathéter de Swan-Ganz? Vieux papier, 1996. Franck Bollandard, jeune chef de clinique à l'époque, et sort ce papier en disant « Ouh, vous mettez des Swan et c'est pas bien, ça tue les malades. Et regardez, les malades qui ont une Swan, ils meurent plus que les autres. » Avec un propensity score un peu dégueulasse, qui montrait sur cette étude purement observationnelle que quand on est grave, on meurt plus. Mais comme les auteurs avaient dit « Ouh, vous avez mis des Swan, c'est la Swan qui tue », on dit peut-être que la Swan, c'est pas si bien que ça. Puis après, il y a des essais, 2 essentiellement qu'ils ont publiés, qui montrent que ça ne change pas le devenir des malades sur une grande population. Un essai international, un essai français, qui montre que c'est NS. Quelle est la réaction de la communauté scientifique à cet essai NS? Le commun des mortels aurait dû se dire « ben, si ça tue pas, ça veut dire que je peux m'en servir chez les malades graves. » Le commun des paresseux dit « s'il n'y a pas besoin de Swan à mettre, on va peut-être arrêter d'en mettre tout simplement. » Alors que c'est complètement con. Quand on met 3000 malades avec des gens qui mettent juste un cathéter et qui ne savent pas s'en servir derrière, ben, ça ne peut pas marcher. Au mieux, c'est NS et c'était NS. Dans le sous-groupe des gens qui étaient pris dans la réanimation, vous avez l'habitude d'en mettre, ça changeait un peu la mortalité quand même. Mais donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit bon, on arrête de mettre des Swan. Et ça ne choque personne. Ah là, on ne peut pas mettre de Swan, ça ne change pas la mortalité. Mais parce que peut-être le pico, le vigidéo, l'échographie, etc., ça a montré que ça diminuait la mortalité? Non. Mais par contre, c'est quand même vachement plus simple de mettre 2 minutes de coup d'échographie à un malade plutôt que de monter une Swan et d'essayer d'apprendre à l'interpréter. Donc on a oublié la Swan. Tout au moins, les gens qui partent dans les congrès de choc septique disent qu'il ne faut plus mettre de Swan et que plus personne en met. Je me suis laissé dire que le laboratoire qui a l'exclusivité de la Swan en France, ça n'a jamais vendu autant sur les 30 dernières années. C'est que peut-être je ne suis pas le seul à en mettre. Dans les choses qu'on a appris, qu'on a oubliées, j'adore l'hypothermie thérapeutique. Est-ce que vous vous souvenez de arrêt cardiaque, hypothermie 32-33 degrés, 24 heures? Oh, même si le mec il bouge. Hein. Si le mec il bouge en arrivant à l'hôpital et qu'il a envie de te serrer la main pour dire enlève-moi le tuyau, c'était sédation, curarisation, 32 degrés, 24 heures. Là! C'est un peu comme les malades Covid qui passaient devant la Pitié ou Comble échauffé pour leur mettre les canules d'ECMO, c'est ceux qui ne couraient pas assez vite. Donc ces malades-là, on les a refroidis 32 degrés. Il y en a un peu qui mouraient quand même de pneumonie. Mais on a dit non, il y a un papier d'une glande qui montre que ça marche. Donc on a fait. Puis après on a dit, comme on a commencé à faire, et que il y en a qui voient quand même un petit intérêt dans ce qu'on fait. Il y a des laboratoires qui sont arrivés en nous disant « Vous emmerdez plus avec la glace, regardez, on a un cathéter qui vaut 1 500 €, la machine en vaut 10 000, vous branchez le cathéter, ça vous descend le malade à 32 degrés. » Waouh! Ça veut dire qu'on n'a plus besoin des tunnels de glace et des glaçons, etc. C'est génial, ça, on va faire. Et puis après, ben non, ça ne marche pas. Hein. Quand on refait, ça ne change rien, il y a plus de pneumonie dans le bras hypothermie. Et donc on dit stop, l'hypothermie. Et là, l'action du laboratoire qui faisait le truc refroidir, ça descend. Puis ça a été refait encore un peu en disant « Ah, quand même, peut-être, chez ceux qui ont un rythme choquable, ça peut peut-être diminuer un tout petit peu ceux qui ne vont pas bien du tout. » Globalement, on a dit « Stop hypothermie ». Mais c'est bête, parce que ce qu'on a oublié, c'est que l'intérêt, c'était de dire ce qu'il faut, c'est arrêter l'hyperthermie chez ces malades-là. Il ne faut pas supporter qu'ils aient 38, il faut les mettre à 37 ou entre 36 et 37. L'intelligence médicale, elle est là. C'est pas de dire « Ah non, on arrête de les refroidir, c'est pas grave s'ils chauffent », parce que ceux-là, ils meurent quand ils chauffent. Mais vous voyez, on a un peu tendance toujours à avoir cet effet balancier. Mais j'aimais bien. J'aime bien aussi l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est mal.
C'est rigolo, on est tous nés avec l'adrénaline, on en fait tous, et par contre tous les papiers montrent que c'est surmortalité ou que c'est moins bien que le groupe contrôle, donc l'adrénaline c'est pas bien, et il faut plus en faire. Et j'aime bien, il faut plus en faire dans l'état de choc, il faut plus en faire dans plein de trucs. En fait c'est juste un S et c'est gratuit l'adrénaline, personne ne vend l'adrénaline. C'est un médicament qui est un peu embêtant à manier, enfin on a quand même tous fait. Et donc le dernier papier c'est, adrénaline dans le choc, dans l'arrêt cardiaque, ça ne marche pas. Il y a un petit peu plus de survie, mais il y a quand même beaucoup plus de ceux qu'on n'aimerait pas faire survivre comme ça, c'est-à-dire de neurovégétatifs derrière. Donc, il ne faut plus faire d'adrénaline dans l'arrêt cardiaque. C'est ce que titre ce papier du New England. Et dans des conditions bien particulières, quand même. Et il y a 3 semaines de ça, je suis appelé la nuit dans un service pour un arrêt cardiaque. Je ne parle pas de l'arrêt cardiaque de 6 h du matin, où en fait il a déjà les lividités cadavériques parce qu'il a été découvert à 6 h, mais il est mort à minuit. Non, un vrai arrêt quoi, qui se fait pendant un soin, etc. Donc l'interne était là, ça faisait un moment qu'il massait. Je dis, ça fait combien de temps que vous massez? Il me dit 30 minutes. Je dis, combien vous avez fait d'adré? Et là, l'interne, dont je ne vous dirai pas la spécialité, en train de masser, me regarde avec une sorte de dédain. Mais on ne fait pas d'adrénaline dans l'arrêt cardiaque, ça ne change rien. Avec la certitude du jeune con qui te toise en te disant « Et l'autre, il n'a pas lu le New England. » Donc on ne fait pas d'adrénaline dans l'arrêt cardiaque, ça ne sert à rien. Et, il faut le dire jusqu'au bout, c'était de l'extra-hospitalier avec des paramédics, d'accord? On est intra-hospitalier avec des docteurs, on fait de l'adrénaline quand il y a de l'arrêt cardiaque. Il faut oublier d'oublier les conneries quand même. Allez, un peu de nutrition, puisqu'on revient au centre de l'hôpital. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ces papiers qui nous disaient qu'il faut faire de la nutrition entérale précoce chez les patients de réanimation parce que ça permet de diminuer la dette énergétique. C'est hyper important de diminuer la dette énergétique des patients de réa. Tout patient qui arrive en réa a une dette. Et puis quand elle est énergétique, c'est pas bon. Et donc on a fait des recos, 2014, en disant il faut diminuer la dette énergétique des patients de réanimation. Et donc il faut leur filer de la bouffe de façon précoce. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Dès que les malades arrivent en réanimation, on leur met une sonde gastrique et on leur bourre la sonde gastrique de bons produits. Pas trop, mais il faut quand même mettre un peu, et on fait. Et j'ai fait, moi. Qu'est-ce que j'étais fier de mettre la nutrition entérale dans les 2 premières heures de l'arrivée des patients, mais parce que c'était les recos et c'était hyper bien. Puis on a essayé de regarder, on a fait ça avec mon petit Pardo sur une grosse cohorte de patients de réanimation, 1200 malades de réa en France, en ouvert. On a regardé nutrition clinique, c'est-à-dire nutrition artificielle précoce versus pas précoce, et putain, c'est surmortalité dans le bras de nutrition artificielle précoce. Et si jamais vous êtes un mec jeune qui a eu de la nutrition entérale, vous mourrez quand même vachement plus. C'est emmerdant, ça. On y a passé des années à leur bourrer le tube digestif, et en fait, il meurt plus. Il meurt plus parce que le tube digestif, il a autre chose à faire quand il est bourré de noradré, il a autre chose à faire que de digérer, donc ça fait un peu d'ischémie digestive, et donc on meurt. Peut-être qu'il faudrait qu'on demande aux experts qui font des recos de lire les papiers sur lesquels ils se basent. Regardez, le truc de mon petit Pardo, c'est 1200 malades. Quand on prend la méta-analyse, dans les bras interventionnels, c'est rarement plus de 20. Peut-être qu'il faudrait intégrer ce genre de choses. Je dis d'autant plus volontiers que je faisais partie des cons qui étaient experts de cette recommandation. Mais on a donc tué des malades en faisant de la nutrition entérale précoce, donc oublions de les nourrir. Effet balancier, nos amis de la SRLF vont sortir des recommandations qui devraient être publiées sous peu, qui vont dire qu'il ne faut pas nourrir pendant 7 jours les malades de réanimation. C'est totalement idiot. Et ça repose sur rien. Il faudra peut-être juste qu'on se remette au milieu et de se dire que quand les malades sont vraiment choqués, il faut attendre un peu et probablement 48 heures, c'est plutôt pas mal. Puisqu'on est à la nutrition, on va parler résidus gastriques. Parce qu'il y a des choses qu'on aime oublier. Est-ce que vous vous souvenez du résidu gastrique? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mesuré du résidu gastrique dans cette salle? Ah oui, au fond, on voit qu'il y en a. Et donc là, pour le coup, il faut lui reconnaître, Jean Régnier a dit énormément de conneries dans sa vie, mais là, il a fait une étude magnifique. Résidu gastrique versus pas résidu gastrique, ça ne change rien, ni sur les vomissements, ni sur les pneumonies, ni sur quoi que ce soit. Et le jour où on a dit, on arrête la mesure du résidu gastrique, je crois qu'on aurait pu proposer dans la foulée de faire 10 litres heure d'ultrafiltration, on nous aurait quand même largement apprécié. Ça, on a tous arrêté, parce que c'est tellement chiant qu'il n'a pas fallu longtemps pour qu'on change nos pratiques. Oui et non. Regardez, 2024,
des réas en Angleterre, 80% qui mesurent quand même encore le résidu gastrique. Bon, après, c'est un peuple qui roule à gauche, qui bouffe de la gelée le matin au petit-déj et qui mesure en pieds et en pouces. Peut-être pas totalement leur faire confiance sur ce qu'il faut faire. Nous, on a arrêté et c'était pas mal. Je vois que ça vous fait rire qu'il y en a un paquet qui se paye la gueule des réanimateurs en disant ils sont cons ces réanimateurs avec leur effet mode. Quand même. Est-ce qu'il y en a qui font de l'ALR dans cette salle? Il est où le président du Réaxo? Je le vois plus. Monsieur le Président, vous êtes où? Est-ce que Monsieur le Président du Réaxo fait de l'ALR, par exemple? Ben, ça fait, je sais pas, 30, 40 ans qu'on nous dit, oh, faire de l'ALR, c'est complètement has-been de faire de l'anesthésie générale. Et puis on a fini par comparer les deux, AG versus ALR, chez des vieux à qui on fait une fracture du col, et c'est totalement NS. Ça change rien, ni sur la douleur, ni sur le devenir, ni sur quoi que ce soit. Pourtant, il y a quand même beaucoup qui font de l'ALR à ces malades-là, alors que ça change rien du tout. Peut-être que la QVT est un frein au changement de nos habitudes et que même si ça ne change rien, quand c'est plus simple pour nous, on a tendance à le faire. Je ne pouvais quand même pas finir sans parler de volume courant, parce que le volume courant, c'est important. Il nous a fallu 50 ans pour arrêter de faire 14 millilitres kilo. Non, on est rapide des fois. Et là, c'est l'AREA et le bloc. 50 ans pour dire on va arrêter les 14 millilitres kilo, ça suffit. Mais par contre, il ne nous a pas fallu longtemps pour dire allez, on fait 6 millilitres kilo pour tout le monde. Le volume courant, c'est 6 millilitres kilo. Et donc après, on arrive à monter la fréquence à 30 et à faire de l'autopipe et à foutre de la mechanical power partout. On est tombé dans quelque chose de totalement hérétique. Pourquoi est-ce qu'on a accepté ça? Parce que le background ne nous semblait pas idiot. C'est hyper facile, c'est bon, on fait 6 millilitres kilo pour tout le monde, et surtout 6 millilitres kilo, c'est un bouton à tourner. Et maintenant, il y a des ventilateurs, il suffit de rentrer la taille du malade et vous dites ce que c'est 6 millilitres kilo. Ah tiens, le co-régionaliste est revenu, Monsieur le Président, mes hommages. Donc 6 millilitres kilo pour tous, mais pourquoi on a arrêté de faire 14 millilitres kilo et pourquoi on parle de 6? C'est peut-être ça la question qu'il fallait se poser avant de dire on va faire 6 pour tout le monde. Le 14 millilitres kilo, c'est 1963, c'est Ben Dixon. New England, papier sublime. Qu'est-ce qu'ils font? Ils comparent le volume courant qu'ils font de façon standard. Et ils voient que pendant la chirurgie, la PO2, elle baisse. Quand le volume courant est standard. Ah, il m'a savé mes diapos, ça se fait pas, ça. Donc, j'ai une très belle diapo devant, on voit que la PO2 diminue. Ce qui est vrai, donc c'est le concept d'atelectasie 1963 quand même. C'est hyper bien. Bras interventionnel, qu'est-ce qu'ils font? Merci pour ma diapo. Non, toujours pas. Je m'en vais, je vais faire de l'ALR si c'est ça. Moi. Bras interventionnel, ils disent, ben, on va faire du haut volume, et quand ils montent le volume courant, il n'y a pas d'hypoxémie en fin d'intervention. Donc de quelque chose d'une étude géniale, de constater la téléctasie en opératoire, avec une conclusion qui est une conclusion absurde. Il faut augmenter le volume pour éviter la téléctasie en opératoire. On tue pendant 50 ans des malades. Et derrière, on dit, bon, on va faire 6 millilitres kilo, parce qu'il y a un papier du New England qui compare 6 à 12 dans la RDS, on dit on fait 6 millilitres kilo à tout le monde. Alors que la solution, on l'avait bien avant. Il y a un papier du JAB de 56, un papier Nature de 62 ou 63. J'ai pas la diapo, c'est pas grave, on va le faire différemment. Il m'en veut, c'est personnel, je pense ça. Regardez, volume pulmonaire des mammifères sur Terre. Il est de combien le volume pulmonaire des mammifères sur Terre? Nature, 1963. Que vous soyez une souris, un chien, un éléphant, une baleine, si vous voulez ventiler de l'éléphant, par exemple, ben vous allez utiliser le même volume que pour la souris, en millilitres par kilo. Et ce volume, il est de 7,3 millilitres par kilo. Et en fait, il est proportionnel pas tant à la taille, mais à la consommation d'oxygène des mammifères, et ça, c'est totalement linéaire. Donc la réponse, on l'avait déjà en 1963, quand il y a de l'atelectasie qui se crée en opératoire, il ne faut pas monter le volume, il faut mettre de la PEP, mais le volume, il n'est pas 6 millilitres kilo pour tout le monde, c'est 7,3 le volume moyen. Et donc peut-être qu'on peut se mettre entre 6 et 8, on fera un petit peu moins de fréquence et on aura oublié d'être complètement con quand on règle un ventilateur. Donc pour conclure et tenir à peu près le timing,
Je vous ai parlé des 10 choses que j'ai apprises et que j'ai oubliées. J'aurais pu faire les 100, parce qu'il y a 100 trucs. Je pourrais vous parler de la bithérapie pour le pio, de la sédation profonde, enfin des trucs, des conneries qu'on a racontées et qu'on fait plus, il y en a plein. Ce que je trouve assez génial, c'est que probablement, après avoir réfléchi à tout ça, l'incertitude est beaucoup moins dangereuse que la certitude. Et la médecine, l'anesthésie et la réanimation sont quand même une grande école d'humilité. Il faut faire attention avant de crier fort qu'on a raison, parce que des fois on dit des conneries. Je vous remercie de votre attention.